Bonjour et bienvenue à la dernière émission de Tour de Table. Donc cette dernière émission en fait est un petit peu un récapitulatif des 19 émissions que j'ai enregistrées sur les thématiques différentes. Je me suis rendu compte en visionnant mes émissions que je bouge beaucoup des mains. Donc je ne vais pas changer, je vais continuer dans ce sens-là. Et puis je vais essayer un petit peu vous donner le goût, si vous en avez juste regardé une, deux, trois, vous n'avez peut-être pas regardé toutes les émissions, on va peut-être vous donner le goût d'aller regarder les autres émissions. Je me suis même moi-même surpris en regardant les émissions. C'est sûr qu'on n'aime jamais se regarder, se voir. Moi, ce que j'aimais dans l'aventure Tour de Table, c'était la spontanéité, l'improvisation, l'authenticité dans ma manière de réagir, d'amener mes invités à échanger avec moi. Donc c'est ça que j'avais trouvé intéressant, qui était un petit peu un travail de funambule, on va dire. Mais c'était vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et puis, pour cette émission aussi, remercier les invités qui m'ont fait l'honneur, le plaisir de venir échanger avec moi, de prendre sur leur temps, de venir échanger sur les thématiques que j'avais choisies. Donc j'ai été très chanceux, puis que la direction, que Geneviève Cyr de la télé communautaire région Appalaches m'a laissé libre cours à l'animer comme je le sentais. Et puis remercier aussi Gabriel. Merci, sans toi, là je ne serais pas grand-chose pour la technique et puis pour le montage. Donc tout ça, ce sont des moments qui étaient vraiment... pour moi, c'était nouveau. J'avais eu de l'expérience comme invité dans des émissions, mais d'animer une émission, c'est la première fois. J'avais déjà animé des émissions de radio, mais la télévision, pour moi, c'était une première. Il y avait eu les 5 émissions que j'avais fait sur l'employabilité, mais là, en tant qu'animateur, avec des invités, c'était la première fois, puis j'ai beaucoup aimé l'expérience. C'est sûr qu'en me regardant, je vois tous les petits défauts, des fois dans ma manière de m'exprimer, des fois je parle un peu vite. Quand je suis embarqué par la passion, comme la dernière émission sur les arts, enfin l'avant-dernière, où là j'étais vraiment embarqué dans quelque chose qui me passionnait. Donc en les revisionnant, je me dis oui, j'aurais peut-être pu tenir un petit peu ma langue, mais c'est ça qui donne le charme à cette émission, je trouve. J'espère que vous l'avez trouvé vous aussi en le regardant, que vous y avez apprécié, que ça vous a amené à réfléchir, à venir sur une réflexion sur les thématiques sur lesquelles j'ai abordé, en fait. Donc là, en fait, je vais faire un petit retour un petit peu sur chacune des émissions, parce qu'il y avait des petites choses qui, en les visionnant, avec le recul, j'ai vu qu'il y avait une ligne conductrice quand même dans mes émissions qui ressort à chaque fois. Donc les points communs, en fait, qu'est-ce qui ressort? C'est toujours le côté humain, la passion, l'adaptation, la force et la résilience. C'est ce qui ressort dans la plupart de toutes mes émissions. Donc ça, en les réécoutant, justement, je me disais, ah ça, ouais, la passion, on voit que les personnes que j'ai eues, les invités qui m'ont fait l'honneur de venir dans mes émissions, quand ils venaient parler d'un domaine, on sentait la passion derrière ça. Et toujours le côté... J'étais chanceux d'avoir des invités qui ont le côté humain. Et ça me rassure aussi. Puis je me dis, notre société, on a besoin d'humains, de gens qui ont vraiment à cœur d'accompagner, d'aider ou d'aimer le rapport humain. Parce que c'est ça qui est important, qui va faire qu'on, dans une communauté, on va bien tous vivre ensemble. Et puis éviter un petit peu l'individualisme. Et c'est pas mon problème, je m'en occupe pas de ce côté-là. Et j'ai pas ressenti ça avec les invités que j'ai eu la chance d'accueillir dans mon émission. Pour la première émission sur la musique, j'ai été chanceux d'avoir des collègues de travailler avec moi, puis en même temps des passionnés. Et puis ce qui ressortait dans cette émission, vraiment, tout ce qui était un petit peu artistique, c'est ça qui ressortait, la passion. Et je trouve que c'est essentiel dans une société d'avoir des gens passionnés qui vont s'investir dans ce qu'ils font et qui vont donner leur 200%, soit dans le domaine pour faire découvrir ce qu'ils font, soit dans l'accompagnement, dans comment on peut aider les gens, comment on peut apporter une aide significative à des personnes en difficulté, même en ressources humaines, par exemple, dans l'émission sur le marché de l'emploi. Donc j'ai quand même eu la chance d'avoir des gens qui étaient passionnés, qui m'ont fait
l'honneur de venir échanger avec moi, puis d'oublier les caméras, puis peut-être d'oublier un petit peu le côté conventionnel en sortant un petit peu de la traque. Des fois, on est un petit peu sorti de la traque, mais tout dans le respect, puis on n'était pas là pour vendre quoi que ce soit, pour dénoncer quoi que ce soit. C'est juste d'échanger, puis d'amener une réflexion sur des situations. Peut-être qu'en tant que société, on peut se poser des questions et comment on peut justement essayer d'améliorer les choses. On n'est pas parfait, mais on peut toujours, en prenant conscience, se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ? Comment je peux peut-être interpeller les élus, interpeller les politiques sur telle ou telle chose qui serait peut-être à reconsidérer, à retravailler, à améliorer. Mais reste que dans ces échanges, ça a toujours été riche au niveau humain. Et c'est ça qui ressortait dans les points communs en regardant les émissions, en occultant le fait de me regarder, parce que j'aime pas spécialement ça, me voir à la télé, puis c'est là qu'on voit tous ces défauts. Mais dans le propos, j'ai toujours gardé le cap. Et ça, je me suis dit, bon, bah, j'ai au moins mission accomplie pour ça, parce que le but de Tour de Table, c'était ça, en fait. D'avoir un cap sur une thématique et puis de naviguer là-dessus. Donc, il y a toujours les aléas hein, sur la mer. Il y a des plus grosses vagues que d'autres. Des fois, c'est plat, des fois, c'est... Donc, j'ai vécu tout ça avec ce genre d'émotions-là qui était vraiment très agréable et puis en même temps surprenant. Même moi, ça m'a surpris. J'ai eu des invités qui m'ont surpris dans leur ouverture, dans la manière, dans leur échange. J'ai découvert des personnes que je ne connaissais pas. Donc, je remercie pour ça énormément Catherine Poulain puis Geneviève Cyr qui m'ont vraiment aidé. Moi, j'amenais les thématiques, mais des fois, les invités, je ne les connaissais pas. Puis ils me disaient, tu peux inviter telle personne. Fait que j'ai en même temps découvert des belles personnes, des beaux humains, avec un bagage, avec une passion. Vous l'avez remarqué, dans ma manière de m'exprimer, je suis quelqu'un de passionné. Il y a plein de choses qui m'intéressent, qui me passionnent. Et puis quand je suis dans un domaine qui me passionne, bah là, je suis verbomoteur, donc la langue ne m'arrête plus. Mais je vais essayer quand même d'être concis un petit peu, parce que là, j'ai carte blanche. Hein. Vous imaginez, là, j'ai un certain temps à parler tout seul. Mais je vous parle de quelque chose qui m'a interpellé, puis j'espère qu'en regardant les émissions, vous l'avez ressenti, cette passion-là, puis cette manière d'aimer l'échange, la communication. Donc l'émission de musique avait été... ce qui m'avait un petit peu amusé, c'est le délai au début, quand c'était la première émission que je faisais, puis quand je lance ma thématique, bah, le délai qu'il y a eu avant qu'il y ait quelqu'un qui prenne la parole, je ne l'avais pas vu lorsqu'on a enregistré l'émission, mais en le regardant après, je fais oups. Puis c'est arrivé à 2, 3, 4 émissions où il y a un petit délai, où mes invités prennent le temps de réfléchir. Mais c'est ça que j'ai aimé aussi, parce que c'est cette spontanéité-là, cette authenticité qui fait que on peut se permettre ça avec une télé communautaire, puis on est dans l'authentique, avec des vrais gens. Qui ont vraiment des choses à dire, donc des gens qui sont imparfaits, puis c'est ça qui est beau, c'est ça la beauté de la chose. Mais est-ce que cette passion-là, elle est toujours aussi vive depuis vos débuts? Qu'est-ce qui vous a amené à cette passion-là? Parce que dans ton cas, André Philippe, ça t'a permis, puis c'est que je t'écoutais, mais de mon côté, moi, si j'avais pas fait de la musique, j'aurais fini en prison. Par rapport à des fréquentations, on a tous vécu ça, mais moi, la musique, ça m'a sauvé. Ouais. Ça m'a permis de mettre une énergie et de me déconnecter de mauvaises fréquentations qu'il pouvait y avoir dans la région parisienne, m'amener à trouver ma voie, puis quelque chose qui m'a amené aussi, qui est vraiment plus fort. Donc, comment toi, tu pourrais m'en parler? Moi, c'est sûr que c'est mon parcours scolaire qui aurait probablement terminé, dans le sens où j'avais pas vraiment de motivation à aller à l'école. Puis l'aspect de faire de la musique, j'avais un de mes bons amis avec moi qu'on écrivait ensemble. Puis tu sais, moi j'habitais à Saint-Ferdinand, lui habitait à Blacklick, fait qu'on se rejoignait au secondaire, puis on avait hâte d'arriver le matin pour se montrer les textes qu'on avait écrits, les beats qu'on avait créés, tout ça. Fait que c'était comme motivant de faire ça, de savoir que sur l'heure du dîner, on allait faire de la musique, qu'on allait se préparer pour secondaire en spectacle. Fait que c'était vraiment ma motivation première, de me dire, si je fréquente pas l'école, j'ai pas accès à ça. Après, dans l'émission sur les enjeux RH,
qui est une thématique qui me rejoignait beaucoup, bah, j'ai aimé le côté humain qui ressortait, la prise de conscience des ressources humaines, au-delà de, quand on est une entreprise, évidemment, on a des buts à atteindre, on a des objectifs, c'est sûr que c'est financier, donc, mais de jamais occulter le côté de la ressource humaine, parce que dans une entreprise, pour qu'elle fonctionne, évidemment, il faut qu'il y ait des employés. Et si on ne prend pas soin de nos employés, notre entreprise va être bancale et peut-être qu'on ne va pas avoir la rentabilité recherchée. Donc c'est ça qui ressortait. Elle avait été enregistrée juste après le colloque qu'il y avait eu sur les RH qu'il y avait eu dans la région de Thetford. Donc c'était intéressant d'avoir le pouls. Et les personnes qui étaient là à cette émission-là, pour moi, m'ont donné la belle valeur humaine, de me dire, OK, il y a des beaux humains qui ont à cœur de prendre soin de leurs employés pour que justement, bah, il y ait une belle cohésion et que ça soit productif pour l'entreprise. Donc ça me rassurait un petit peu. Pour faire le contrepoids avec Vicky, Olivier, vu que toi, ça fait 7 ans à peu près que tu étais sorti de l'école et quelle est en 7 ans l'évolution que tu as vue au niveau RH? Ça dépend dans quel domaine. Il y a plusieurs domaines qui ont changé, qui ont évolué. Mais pour faire un peu du pouce sur ce que Vicky disait, c'est que même justement en 7 ans, si on recule de 7 ans, on avait beaucoup plus de candidats qui se présentaient aux portes des entreprises pour avoir de l'emploi. Puis avec la saturation un petit peu du marché qu'on voit présentement, ça amène un petit peu une rareté de main-d'œuvre. Ça, on n'apprend rien à personne. C'est plusieurs entreprises qui sont touchées par ça. Puis oui, on doit se vendre pour attirer les employés, mais il faut vendre la réalité aussi. Après, en lien avec la dépendance, je me suis rendu compte que je tape dans le micro des fois, je suis gestuel. Ça, c'est mon côté latin. En France, on parle beaucoup, puis des fois, on utilise beaucoup les mains. Puis là, je suis en train de le faire, mais c'est plus fort que moi. Mais il reste que petit incident, tac, je tape le micro. Ben là, en regardant l'émission, je fais ouf. Je ne sais pas, Gabriel, peut-être que tu as dû faire aïe aïe, mais je n'ai pas fait exprès. Donc, sur la dépendance, il y avait toujours le côté humain qui ressortait, la collaboration, la concomitance, parce que c'est une réalité. La dépendance amène souvent une concomitance avec un problème de santé mentale. Donc, dans cet échange-là, les intervenants qui étaient là, on voyait que c'était des intervenants de cœur qui veulent faire au mieux. Personne n'est parfait. Mais je les remercie beaucoup de leur participation et d'avoir échangé sur cette thématique-là, qui est quand même importante et qui est c'est quand même quelque chose de société, qui est sociétal. Dans une société malade, évidemment, les gens vont chercher, peut-être pas de la bonne manière, mais de quoi passer au travers des difficultés qu'elles vivent. Et on ne doit pas les juger, donc juste les accompagner et les aider. Donc c'était quelque chose que j'avais aimé. On sentait qu'il n'y avait pas de jugement, il y avait juste de la compréhension, de l'empathie, de la compassion. Puis ça, c'est important. Donc pour la mission sur les dépendances, c'était ça qui ressortait pour moi. C'est quoi ce que tu vois là parce qu'on parle de clients de jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes, toi, ça peut être des personnes plus âgées, très jeunes, parce que ça consomme très jeune quand même. C'est une problématique aussi, ça. Vous en êtes confrontés aussi à ça? Oui, de plus en plus jeunes, effectivement. De plus en plus jeunes, puis aussi les travailleurs. Il y a autant de travailleurs qui travaillent, qui consomment, puis qu'on penserait peut-être pas ça, mais qu'éventuellement, eux autres aussi consomment, puis ont peut-être plus de facilité à passer sous le radar que d'autres qui s'affichent, puis qui ont tout perdu, puis qui savent moins plus contrôler. Ouais, exact, c'est ça, exactement. Donc c'est une autre réalité. Est-ce que vous êtes confrontés à ça aussi avec Don Rémy? Oui, vas-y. De mon côté, je crois que c'est important aussi de parler de stigmatisation. Tu sais, on vit encore beaucoup de stigmatisation dans notre réalité là, régionale, du fait à ce que les gens, justement, croient que c'est caché, qu'ils ne voient pas nécessairement les problématiques parce qu'ils n'ont pas nécessairement à côtoyer des gens qui ont soit des problématiques de santé mentale ou des problématiques de dépendance. L'émission sur la spiritualité, la 4e émission, a été quelque chose... wow, quelle belle rencontre. J'avais 3 belles personnes différentes. Un maître yoga, quelqu'un qui enseigne le yoga, une personne plus avec la foi, en lien avec la religion catholique. Mais cette ouverture-là, elle a été très importante. J'ai trouvé que c'était une belle manière. Ce qui ressortait derrière tout ça, c'est d'être.
vous le remarquez, je n'essaie pas de jouer un personnage ou d'être... Je suis tel que je suis avec mes imperfections. Donc c'est ça qui me définit en tant qu'être humain. Puis c'est ça que je veux être comme humain. Pas quelqu'un qui joue un rôle ou qui se fait trop attention à son image, mais qui n'est pas authentique. Donc je préfère avoir mon authenticité, puis que les gens qui viennent vers moi, c'est ça qu'ils se reconnaissent dans mon authenticité. Et c'est ça qui va me permettre aussi de les aider, de les accompagner. Je suis un humain imparfait, donc on est tous des humains imparfaits. Donc je l'accepte et puis je deal avec ça. Donc, puis c'est ça, je trouvais qu'en regardant l'émission avec du recul, peut-être si j'avais pas été l'animateur, c'est le type d'émission que j'aurais regardé certainement, parce que j'aime ça, la réflexion. Je suis quelqu'un d'intellectuel. Faut toujours aller plus loin dans la réflexion, donc c'était vraiment intéressant. Puis la spiritualité, on a vu le côté humain, le côté d'être. Surtout d'arrêter dans une société de consommation de vouloir avoir tout le temps, mais plutôt d'être. Donc, merci à mes invités, à Brigitte, aux invités que j'avais dans l'émission qui m'ont fait l'honneur de venir échanger avec moi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Du travail qu'on doit faire sur soi pour amener l'humanité à s'élever? C'est complexe, ce que je dis, j'aborde quelque chose de... Tu veux y aller? Vas-y. Bien, j'aime ça, puis je te regarde dans ta gestuelle quand tu parlais, tu sais, quand on disait le chemin, puis ces dernières années, mes réflexions se sont approfondies. Puis quand on parle du chemin, tu sais, quand on voit un chemin, on le voit devant soi, alors que le chemin, c'est vers soi. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec l'effet du miroir. Tu sais, le chemin de la spiritualité, le chemin du yoga qui me ramène le plus près possible de qui je suis. Donc, c'est vraiment de me ramener à l'intérieur de moi. Comment je peux, moi, à partir de qui je suis, de mon expérience, aider les autres personnes? C'est en restant moi-même. Moi, Oui, comme tout à l'heure disait Shabbat, l'authenticité. L'authenticité, d'être moi. Et les gens sont attirés par l'authenticité, sont attirés par la vérité, sont attirés par l'alignement d'une personne. Et parfois, les personnes arrivent, ils disent « je suis attiré vers toi », mais sans trop savoir pourquoi je suis attiré. Quand une personne est alignée entre sa tête, son cœur et son âme, ça peut donner une belle influence vers l'autre personne. Et est-ce que ça a besoin d'être nommé tout le temps? Je ne penserais pas. Ça se vit. Ça se vit. C'est dans l'être. L'être se vit par la vibration. Les gens qui ont une belle sensibilité ressentent ça. Et je peux parler un petit peu de mes expériences quand je suis dans ma salle de yoga. Ce que je vois ces dernières années par rapport à avant COVID, post-COVID, les gens sont à la recherche ils nomment pas la foi, ils nomment pas le mot foi, ils sont à la recherche de mieux-être. Parce qu'ils se sentent perdus, l'anxiété prend le dessus et ils ont besoin de faire un retour vers soi. Après, sur la santé psychologique, ce qui ressortait, c'était, en visionnant l'émission, c'était l'adaptation, toujours le côté humain qui revient à chaque fois. Donc ça me rassure aussi. Et puis la collaboration pour accompagner les gens. C'est une adaptation quand on vit un problème de santé psychologique. Il y a beaucoup de résilience aussi derrière tout ça. Donc, la manière que ça avait été amené, c'était correct. Puis ça permet aussi de, peut-être les personnes qui ne sont pas touchées par un problème de santé psychologique, de se rendre compte que, pas juger les gens, puis essayer de les comprendre. Ouvrir son cœur, ouvrir son esprit, d'accueillir l'autre. Pour toi, Catherine, quelle différence vois-tu aussi depuis le post-pandémique? Parce qu'en fait, oui, le rôle de la Croisée, c'est d'accompagner les aidants proches des personnes vivant avec des situations de problématiques de santé mentale. Donc, comment ça se traduit pour... Ça a été différent parce que nous, on a eu une grande hausse de demande depuis, même au début de la pandémie, mais depuis après la pandémie, encore plus. Puis, dû à la demande, on a dû évaluer nos services pour en offrir de nouveaux. Fait qu'on a ouvert notre volet qui est jeunesse maintenant. Fait qu'on avait déjà une partie de volet jeunesse, mais on avait une lacune, un groupe d'âge qu'on n'offrait pas. Fait que maintenant, tu sais, on part vraiment de 6 ans en montant. OK. Fait qu'on a toute cette nouvelle gamme de personnes qu'on est allé chercher qu'on n'avait pas. OK. Puis on a aussi dû offrir un nouveau service pour une clientèle qu'on n'avait pas nécessairement sur le territoire avant, mais maintenant qu'on a de plus en plus, qui est le volet immigration.
Et c'est une autre réalité aussi. Qui est une autre réalité qu'on a de plus en plus sur notre MRC. Puis on a aussi été chercher le volet agriculteur qu'on n'avait pas, mais qu'on a de plus en plus. Hein, qu'on va en entendre parler partout que les agriculteurs ont de plus en plus de difficultés au niveau santé mentale. Fait que les proches aussi ont de plus en plus de difficultés. Fait qu'on a dû aussi ouvrir ce volet-là. Puis, ben, comme partout dans les organismes, on a une problématique de main-d'œuvre. Fait que ça aussi, c'est récurrent partout. Fait que ça aussi, on a dû jouer avec ça, mais maintenant, on s'est stabilisé. Là, fait que c'est vraiment des nouveaux services qu'on a ouverts. Après, sur l'émission de l'immigration, on parle d'accueillir. Bah oui, ce qui ressortait beaucoup, c'était la sensibilisation et l'éducation. Je vais m'expliquer pourquoi j'ai mis éducation. En écoutant l'émission... Maître Krishna, elle a amené plein de choses intéressantes en disant que c'est sûr que pour le Canada, pour que l'immigration puisse arriver et soit bien accueillie aussi, des fois, il y a une information qui n'est pas toute donnée. Ils sont confrontés, quand ils arrivent ici, à cette désinformation-là. Je l'ai vécu, moi, en tant qu'immigré aussi. Donc j'aimais le côté qui disait de sensibiliser un peu plus sur... peut-être plus éduquer, faire une plateforme qui soit plus concise sur les étapes, sur les choses. Parce qu'on se perd un petit peu là-dedans, c'est toujours stressant. Et un immigrant va vivre, c'est sûr, un choc culturel. Il va vivre aussi de l'insécurité, parce qu'on arrive dans un nouveau pays, une nouvelle langue. On quitte un pays peut-être pour une meilleure vie. Puis quand on arrive ici, des fois, ils sont confrontés à des réalités. Sauf qu'ils n'avaient pas les éléments avant de venir. Donc... je le vis dans les personnes migrantes que j'accompagne aussi. Donc c'est bien que ça soit ressorti dans l'émission, puis que ça soit amené de manière constructive. Donc c'est ça que j'ai apprécié. Pour moi, ce qui était important, c'est que le gouvernement nous parle que oui, il faut faire venir des immigrants, mais c'est bien, oui, on a besoin de l'immigration, c'est hyper important. N'importe quel pays a besoin de l'immigration. Mais moi, il y a une chose que, dans ces enjeux-là qui, des fois, me chicote un peu dans mon travail, dans ce que je perçois, c'est qu'on va chercher des personnes, des fois, qui sont très qualifiées, mais on ne reconnaît pas leur diplôme ici. Puis ils se retrouvent confrontés à des situations assez... tu dois connaître ça aussi, Krishna, de sous-emploi. Est-ce que c'est une réalité aussi dans la région de la MRC des Appalaches? C'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes universitaires qui vont occuper des postes pour lesquels aucune qualification n'est requise, ou qui ont des diplômes qui ne sont pas liés du tout au domaine d'emploi. Donc, on n'est pas capable de les placer. On aimerait les placer plus haut, mais ils ne correspondent pas au code CNP qu'on appelle. Ouais. Alors, on n'est pas capable de les placer. Donc, sont obligés d'accepter pour pouvoir demeurer sur le territoire légalement et pour pouvoir subvenir à leurs besoins des postes qui sont sous-qualifiés. Souvent, ils se rendent compte par la suite que c'est des postes qui ne mènent nulle part, qui ne sont pas éligibles à une résidence permanente. Alors, le temps qui est passé ici, permet de vivoter, permet à l'entreprise de combler un besoin, eux de subvenir à leurs besoins, mais ce n'est pas une planification à long terme. Et parfois, les règles changent en cours de jeu, ce qui fait en sorte que des gens s'impliquent dans un processus, mais par la suite, ils ne sont plus éligibles à la résidence permanente. Donc ça aussi, c'est des enjeux. La complexité du système et le manque de prévisibilité également du système qui fait en sorte que c'est comme un peu changer les règles du jeu de match de hockey à la mi-temps. Après l'émission sur l'histoire, j'avais des super bons invités, vraiment, on sentait la passion. Puis ce qui ressortait, c'était la prudence et la curiosité. Et mes invités, M. Vachon, M. Fecteau, Karine, lorsqu'ils échangeaient, c'était ça, la curiosité de s'informer sur notre histoire pour justement mieux comprendre notre présent. Donc ça, c'était ça qui sortait, puis que j'ai adoré en regardant l'émission. Quand je l'avais vécu, évidemment, je suis dans le feu de l'action, j'avais aimé l'échange. Et en le regardant avec le recul, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment aimé l'ouverture que mes invités ont eue. Puis ça, je les remercie beaucoup, puis c'était très intéressant. Pour moi, une histoire, dans le passé, ce serait un chaman, un sorcier. Dans le sens, c'est celui qui a le savoir des anciens. Donc, une culture. Aujourd'hui, ce que je trouve important, l'historien, il doit être un guide. Il y a 4 images, moi, qui me viennent à l'esprit lorsqu'on parle d'histoire. La première image, c'est un livre, dans le sens, la culture, les connaissances.
il faut, un peu ce que Nelson expliquait tout à l'heure, il faut avoir de bonnes connaissances, être un érudit pour être capable d'expliquer des choses. Sinon, c'est de l'opinion. Et on en voit circuler beaucoup d'opinions maintenant. Le deuxième élément, c'est une chaîne où les mailles sont intrinsèquement reliées les unes aux autres. Un événement est toujours le produit d'une cause de ce qui s'est passé auparavant et il y aura des conséquences également. Donc, il faut avoir une certaine prudence vis-à-vis de ça et être capable de l'expliquer. Le troisième élément, c'est un cône orange. Dieu sait si on en a. Oui, c'est vrai. Okay, mais l'explication d'un cône, qu'est-ce que c'est? C'est attention. Attention. Ralentissez. C'est un signal, c'est un avertissement. Et ce qui se passe actuellement en Europe, avec l'Ukraine ou au Moyen-Orient, avec la bande de Gaza, bien, c'est très sérieux. Il y a des avertissements. Puis il faut être capable de les comparer aux événements du passé. Et si on les répète, on risque fort d'avoir les mêmes résultats. Et ça pourrait être catastrophique. Puis le troisième élément, l'histoire, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ça ou non, c'est une arme. C'est une arme extrêmement importante parce qu'elle peut servir à la propagande. On le voit notamment avec la Russie. Et dans certains cas, on a toujours refusé l'enseignement de l'histoire obligatoire, notamment ici au Québec, parce que l'enseignement de l'histoire obligatoire, on avait peur que ça tombe entre les mains des séparatistes qui auraient enseigné un type d'histoire qu'on n'aurait pas aimé entendre. Après l'émission sur le deuil, ce qui ressort de cette émission en la regardant, évidemment, l'amour inconditionnel, la compassion, l'empathie. C'était intéressant parce que comment on aborde la mort, comment on aborde les étapes du deuil. Puis les deuils, comme on l'expliquait dans l'émission, il a plusieurs visages. Et puis, de la manière que j'ai découvert la Maison Gamache, j'ai aimé l'approche, comment ils en parlaient, puis je me fais waouh, ouais, ça. Moi, j'ai pas peur de la mort me fait pas peur par rapport à mon vécu. Puis on a un début, il va y avoir une fin. Mais oui, ça se prépare quand même de ne pas laisser. Puis c'est fou, ça m'a amené une réflexion, moi, après cette émission, à me dire peut-être aller faire mon testament. Je suis dû, puis je me suis moi-même re-questionné sur ma préparation à ça. Mais c'était positif. Il n'y avait rien de lourd, il n'y avait rien de. C'est ça que j'ai aimé, puis c'était dans l'ouverture et dans la compassion, l'empathie, l'amour inconditionnel. Est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment de choses mises en place pour l'accompagnement au deuil? Vous êtes dedans, mais est-ce qu'il y aurait des choses peut-être à améliorer? Nous, on parraine le Centre Deuil depuis ses débuts, puis on trouvait que c'était une ressource nécessaire. Puis je crois que ça répond vraiment à un besoin. Maintenant, c'est une belle complémentarité avec les services que Jessica offre. Personnellement, je pense que les gens ont quand même la possibilité d'avoir l'accompagnement qu'ils ont besoin. La disponibilité est là de votre côté, puis l'approche est là depuis longtemps. Puis il y a beaucoup de ressources aussi, il y a plein de livres qui sont intéressants. Nous, il y a une bibliothèque là, que vous avez aussi au Centre Deuil. Là. Fait que, il y a toujours aussi une partie de chemin. Il y a différentes étapes dans le deuil. Puis des fois, les gens sont pas nécessairement prêts à les rencontrer. Des fois, ça vient par après aussi. Fait que c'est important d'avoir des outils adaptés au cheminement de chacun. Puis je pense que le Centre Deuil en offre beaucoup. Puis c'est très bien. Oui, c'est très intéressant parce que, en fait, est-ce que les gens pensent forcément aller chercher de l'aide en situation de deuil? Moi, je l'ai vécu quand je l'ai vécu en France. J'ai pas été chercher d'aide parce que j'y ai pas pensé tout simplement. J'ai juste vécu le deuil. Puis je m'étais dit, c'est dommage qu'il n'y a pas ça. Puis j'avais vu au Québec, il y avait, ça fait des années que je vis au Québec, ça fait 13 ans que j'habite au Québec, mais ça fait depuis 87 que je viens au Québec régulièrement. Puis j'avais déjà entendu parler de ça, d'accompagnement. Puis c'est ça qui m'avait surpris. Je me dis, waouh, il y en a sûrement en France maintenant, mais dans la région où j'étais, moi c'était dans le nord de la France, au moment où ça m'est arrivé en 2008, il n'y en avait pas, puis on n'y pense pas. Après ça, l'émission sur le marché de l'emploi, là j'avais des collègues à moi qui étaient avec moi dans cette émission. Ce qui ressortait, c'était... Et puis ça, c'était très important, ce qui ressortait la personne RH qui était présente à cette émission, Pierre-Anne, qui disait la bonne attitude. Puis moi, je travaille beaucoup avec les jeunes que j'accompagne à réintégrer le marché de l'emploi. C'est hyper important de travailler votre attitude
professionnel. C'est très important. Puis, c'est ça qui ressortait. Quelqu'un qui va avoir une bonne attitude, c'est pas très grave qu'il n'ait pas forcément tous les diplômes, mais avec la bonne attitude, ça va être plus facile pour lui, justement, d'intégrer le marché de l'emploi et d'avoir une chance d'avoir les formations et d'avoir une chance de peut-être trouver l'emploi qui va lui convenir. Donc, c'est ça qui ressortait. Comment vous voyez le marché de l'emploi actuellement? Disons 2023-2024. Comment voyez-vous le marché de l'emploi actuellement? Selon moi, le marché de l'emploi actuellement, il y a beaucoup d'emplois disponibles. Pour les gens qui sont en recherche d'emploi, là, il y a un panel d'emplois disponibles où justement les gens peuvent aller chercher vraiment un fit avec ce qu'ils recherchent. C'est quoi qui les drive, c'est quoi qui les intéresse, puis d'aller chercher vraiment une entreprise pour laquelle ils sont interpellés à travailler. Puis ça, c'est une chance pour les gens en recherche d'emploi actuellement. C'est un challenge pour les gens de ressources humaines comme moi. Là, c'est ça, parce que c'est ça que je voulais... Exact. Pour nous, ben, on a beaucoup d'emplois disponibles, puis le bassin de main-d'œuvre est quand même limité actuellement. Le taux de chômage est extrêmement bas là, dans la région là, actuellement. Fait que c'est sûr que c'est un challenge du côté des ressources humaines. Mais pour les gens qui sont en recherche d'emploi, c'est un bel éventail de choix qu'ils ont. Puis ça force aussi des remises en question en tant qu'employeur. Qu'est-ce qu'on fait pour garder nos gens en emploi? Là, parce que, justement, il y a tellement de compétitivité, il y a tellement de choix dans les emplois actuellement qu'on doit se remettre en question comme employeur. Qu'est-ce qu'on fait pour garder nos gens en emploi? Qu'est-ce qui nous différencie? Puis pourquoi qu'on veut que les gens travaillent chez nous? Fait que c'est un beau challenge RH, mais c'est aussi une belle opportunité pour les gens d'évoluer dans des emplois qui ont vraiment envie d'aller. Puis des fois, peut-être de faire justement un move que les gens hésitaient à faire. Tu sais, quand tu as une panoplie d'emplois, il y en a qui se disent, j'ai le goût de l'essayer. J'ai le goût de quoi de nouveau, là. Après l'émission sur la victime de violence, ce qui ressortait, c'était la force, la résilience, la transformation, le combat des victimes. Puis il y avait une chose que j'ai aimé, qu'avait amené Christelle Marois, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont plus mises en place. Peut-être, on a l'impression que c'est plus le parcours du combattant pour les victimes que pour les agresseurs. Puis c'est bien que ça soit nommé, parce que souvent les agresseurs, je pense que les victimes, ils ont vraiment un parcours de combattant à vie, c'est ça qui ressortait, et que je suis content que ça ait été mis de l'avant. C'est quoi, par exemple, une personne qui est victime de violence, peu importe un homme ou une femme? C'est quoi l'aide qui peut y être apportée? Puis, c'est quoi les obstacles qu'il va y avoir à surmonter? Parce que, de ce que j'ai vu aussi, c'est que oui, il y a des choses qui sont mises en place, mais souvent, la victime vit beaucoup d'obstacles dans son processus d'accompagnement pour être aidée. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, toi? Ou Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je pense que toute personne, avant de lever le drapeau, se questionne elle-même sur ses actions. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un questionnement à l'interne qui se fait avant de déployer quoi que ce soit puis de lever le drapeau. Ça, c'est sûr. Par la suite des choses, c'est sûr qu'un coup que tu as une peur incessante et un coup que tu as transgressé cette peur-là et que là, tu vas dans une maison d'hébergement, c'est là où est-ce que le travail se fait. Ça commence. Je crois que la peur est plus présente avant ce point de bascule-là qu'après. Après, tu as encore cette peur qui est omniprésente, mais tu apprends à déterminer avec des bons outils, des bonnes ressources, des bonnes personnes qui viennent s'initier à ta vie, qui sont là pour t'aider. C'est moi, pour ma part, ça a été le avant qui a été très, très prenant. Des années de temps. Des années, c'est ça? Des années, des années. Des années à ressasser. C'est 24 heures sur 24. C'est incroyable. Fait que la peur est vraiment ce que tu dis là. Puis je pense que Chantal pourra rebondir aussi là-dessus, ou Sébastien. C'est le délai que ça prend avant de réagir et d'aller chercher de l'aide. Suite après l'émission sur les saines habitudes de vie, donc si on veut avoir un bon équilibre entre notre santé mentale, santé physique, donc les deux sont liés, donc faire attention à ce qu'on mange, à faire de l'activité physique. On avait un bel exemple avec Monsieur Maurice qui, par rapport à son vécu, à 80 ans, qui est en forme et qui fait du ski, malgré ce qui lui était arrivé, la manière que le fait d'être quelqu'un d'actif l'a amené à mieux, suite à son accident, à se surpasser puis à retrouver tout son potentiel. Donc, puis Olivier aussi, on sentait la passion,
Mes invités avaient ce côté-là, c'était vraiment intéressant. Puis ce qui ressortait, il y avait résilience, introspection et toujours le côté humain. Puis ça revient à chaque fois. Hein. Donc vous voyez, dans les points communs, ça revenait à chaque fois. Puis ça me rassurait. Puis je me dis, je suis à la bonne place. Je suis au bon moment dans l'émission, en tout cas. Donc c'était super intéressant. Si vous avez fait attention tout au long de votre vie, vous avez quand même une activité physique. Ben, ça vous a permis de vous rétablir mieux aussi. Parce que votre hygiène est saine. Oui. Donc, et il y a souvent des gens qui sont là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ma femme qui m'a amené au ski alpin. Oui. Moi, j'ai appris à faire du vélo à 40 ans. Et je suis allé avec 2 qui étaient de mes anciennes élèves. On est allé faire 5 fois le tour de l'île en vélo. La première année, c'était 70 km. Mais ma fille demeurait à Montréal. Elle a dit, si on a des problèmes, on va appeler notre fille, on va nous chercher. Mais on l'a fait avec nos amis. L'année d'après, on était plus que 4, on était 6. Là. Puis on a fait 5 ans. La dernière année, je pense qu'on était 20, notre groupe. Okay, ouais. Mais c'est pour dire comment des personnes peuvent jouer un rôle pour nous amener à plus loin. C'est ça, tout à fait. Ouais, oui. le réseau dans lequel tu évolues, absolument. Après l'émission sur les jeux vidéo, j'avais des passionnés autour de la table. Puis aussi, l'évolution de la technologie, ça va super vite. Et on se rend compte que tout va très, très vite. Et ce qui ressortait de ces émissions, que j'avais aimé, le fait d'avoir le petit Candide, Antoine, qui a participé à l'émission, mais ce qu'il amenait, c'était très pertinent. Donc ça, j'ai vraiment aimé cet échange avec mes invités, puis de voir que, avec l'e-sport au cégep, que je connaissais pas, puis je me dis, waouh, on ramène ça du côté positif, et puis ça a sa place dans la société aussi. Faut pas que ça soit... Mais c'est toujours constructif et positif. Ça se traduit comment, l'évolution, là, depuis que toi, tu as commencé à gamer, depuis que tu as commencé dans l'informatique et que tu as monté ton entreprise, mais comment tu la vois, l'évolution, la complexité, par exemple? Écoute, c'est sûr qu'au niveau de la complexité des jeux, on a parti de... Écoute, des jeux que c'était simplement des pixels qui se promenaient d'un bord à l'autre de la map. Maintenant, on a un univers complet, au lieu d'être juste des niveaux fermés, tu as généralement des cartes qui sont 2D, ouvertes. 3D, tu peux te promener où est-ce que tu vas aller. Si tu veux faire du vélo, tu peux faire du vélo, de la moto, ou, du bateau. Peu importe, à peu près tous les jeux, maintenant, on dirait que au lieu d'être plus fermé, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus... comment que je pourrais expliquer ça? Bref... au final, juste la complexité d'opérer, on recule d'il y a 20 ans, nos PC avaient besoin de peut-être 1 GHz maximum pour opérer avec une petite carte graphique qui avait 8 MB de mémoire. Aujourd'hui, on va parler des cartes avec 24 gigabits de mémoire, ce qui est énorme. On va aller chercher des processeurs qui ont des cadences très rapide, généralement aux alentours de 4 à 5 GHz, juste pour pouvoir runner certains jeux. Fait que c'est sûr que quand on parle des sports, c'est un petit peu moins gros, généralement, que les gros jeux immersifs, mais les jeux immersifs sont rendus tellement lourds. C'est ça. Donc là, c'est parce qu'au travers de ça, il y a le côté du coût que ça a, pour un jeune qui va triper là-dessus. Oui. L'émission sur le tourisme, on a une belle région. Donc, qu'est-ce qui ressortait pour moi? C'était le rôle individuel et le rayonnement de la région. Notre rôle individuel pour faire rayonner notre région au niveau touristique. Comme je l'avais nommé, moi, en étant immigré, en arrivant ici dans la région de Thetford, ce qui m'avait impressionné, c'était les espaces. Tout ce qui est plein air, il y en a beaucoup, puis c'est ça que j'aime aussi dans la région. Donc, de mettre ça de l'avant. Mais comme expliquaient mes invités, c'est que c'est le rôle de chaque habitant de Thetford de faire rayonner leur région pour qu'elle puisse attirer des touristes et puis qu'au niveau économique, ça amène à développer aussi sur le tourisme la belle région de Thetford. Qu'est-ce qui, d'après vous, qui est l'attrait touristique peut-être toi, Rosine, par rapport à la clientèle qui vient à ton gîte, ou ceux qui viennent au point d'information, ou éventuellement au musée minéralogique, qu'est-ce qui surprend les touristes quand ils viennent dans la région de Thetford? On a deux axes de développement principaux au tourisme dans la région. Il y a le patrimoine minier,
qu'on peut pas passer à côté parce que c'est ce qui frappe l'imaginaire. Quand les gens arrivent dans la région ou quand ils voient des photos de l'extérieur, notre slogan, c'est comme nulle part ailleurs. Étant donné que le panorama, il est unique. Donc, le premier volet, c'est le patrimoine minier. Le second volet, c'est le plein air. Donc, on développe énormément les activités de plein air. Fait que je dirais que c'est majoritairement ces deux éléments-là qui fait que les gens qui arrivent au bureau vont nous poser des questions sur... c'est quoi les montagnes grises? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut visiter des mines? Est-ce qu'il y a des endroits pour aller observer? Est-ce qu'on peut visiter des centres d'interprétation, des musées qui nous donnent plus d'informations? Je dirais que 40% des demandes qu'on reçoit au bureau d'information touristique est par rapport à ça. Puis sinon, le plein air, c'est vraiment l'autre volet. Là. Les gens sont... il y a le Parc national de Frontenac qui est là. Il y a les sentiers pédestres des Trois-Monts. On a la montagne, le Grand Monde pour l'escalade, le vol libre. On a le mont Atistoc pour le ski d'hiver qui se développe 4 saisons maintenant avec le vélo de montagne, le golf. On a un autre terrain de golf au centre-ville. Bref, je pourrais toutes les nommer, mais on a vraiment une richesse au niveau du plein air. Oui, et puis c'est ça qui frappe aussi. C'est tout ça, là, dans cette région-là. Il y a quand même beaucoup d'attrait. Après, la littérature... C'était ce qui ressortait, c'était la curiosité, l'imagination, l'imaginaire, à revenir à l'essentiel. Donc, je remercie mes invités qui étaient présentes sur la littérature, Mario, Mélissa, Julie. Puis j'avais Myriam qui était une lectrice qui fait le club de lecture. Puis c'était vraiment très pertinent et d'avoir les deux facettes. Mario, passionné de BD, mais de littérature aussi. Puis deux auteurs comme Julie, Mélissa. Et non, c'était vraiment un bel échange et j'ai adoré cette émission. J'aimerais, pour lancer, pour vous, c'est quoi l'importance de la littérature? Moi, c'est juste parce que là, je suis une jeune maman, puis c'est ça qui me vient en tête. Puis je suis éducatrice aussi là, dans une école primaire. Puis de rendre accessible, finalement, la littérature le plus possible. Mon petit garçon, il a 4 ans, puis juste de mettre des livres partout. Il y a des livres partout chez nous, puis pas d'imposer. Puis, maintenant, il n'est pas encore, bien évidemment, sauf que le soir, on dit qu'on fait notre lecture, puis ça dure des fois 1h30 dans le lit à faire de la lecture, que ce soit moi qui lis ou lui qui fait seulement regarder les images puis qui essaie de comprendre. Puis c'est fou à quel point... Tantôt, on parlait un petit peu de la télévision versus les écrans versus un livre, à quel point, encore là, je ramène auprès des enfants, mais à quel point ça peut développer l'imaginaire incroyable. Ouais. Puis, des fois, je suis avec les images, puis avec puis des fois, ils m'en reparlent 2-3 jours plus tard d'un livre qu'on a lu, un petit livre d'enfant, à quel point ça l'a marqué, ou me dit, c'est comme dans le livre de l'autre fois. Ah oui, puis là, je suis comme, OK, wow, mon Dieu, il s'est souvenu de ça, versus une émission de télé que aussi, on va dire, ça a sa place aussi pour d'autres raisons, mais que lui, il est très passif, dans le fond, puis qui fait juste... il peut avoir de l'imagination aussi dans tout ça, mais un livre, ça reste que... Je trouve tellement que c'est une mine d'art, finalement. Donc, c'est ça. D'art, et puis en même temps, d'instruction. Absolument, oui. Puis d'apprendre sans s'en rendre compte. Là. À l'école, on apprend, puis c'est correct, là, mais je veux dire, on va à l'école pour apprendre, mais tandis que tu lis un livre le soir... tu regardes les mots, comme on parlait, on enregistre les mots on n'est pas en train d'apprendre le mot, comment il s'écrit, mais on le voit comment il s'écrit, puis il veut pas, on l'enregistre, puis ça développe la qualité de français qu'on perd un petit peu au fil des années avec les nouvelles générations, là, bref. Fait que non, ça l'a tout... c'est une mine... Un livre, pour moi, c'est une mine d'or, là. Après, sur l'intimidation, quelque chose d'actualité, malgré tout, et ce qui ressortait dans l'intimidation, c'est la prévention, ramener le civisme auprès des jeunes et l'accompagnement dans la bienveillance de son prochain. Donc, toujours le côté humain qui ressort derrière tout ça. Donc, cet échange était très important puis très intéressant. On s'entend que souvent à l'adolescence, début de l'adolescence, préadolescence, adolescence, on veut faire partie d'une gang, on veut trouver sa place, on veut être le petit coq. Puis ça, c'est ça, où la plus belle et puis celle qui a le plus de copines. On sait que c'est niaiseux tout ça, mais ça fait partie de l'adolescence. Donc, il y a peut-être un moyen de... Puis adolescent, on n'a pas la conscience de... je suis pas trop loin, Un adolescent, ça peut être impulsif, ça a du gosse, ça n'a pas nécessairement de contrôle. Fait que, jusqu'où que je vais aller, c'est jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui m'expose en plein visage. Puis justement, que ça peut aller par justement un décès parce que le jeune a trop été intimidé ou justement une conséquence que, là, tu te fais carrément ramasser au sol. Puis, c'est ça, tu testes les limites quand tu es adolescent, mais tu testes les limites dans toutes les facettes de ta vie. C'est ça, là. C'est même pas juste là-dessus. Puis, il y a une nouvelle réalité aussi, il faut pas oublier, c'est que avec
Internet. Les jeunes, on en parlait tantôt, sont scotchés sur leur cellulaire 24 heures sur 24 pratiquement. L'intimidation se poursuit à la maison. L'émission sur la réalité des organismes, là, il y a eu un petit flottement aussi au début. Je lance la thématique, et moment de flottement. Mais je remercie beaucoup les invités qui m'ont fait l'honneur de venir à l'émission. Puis ce qui ressortait de la réalité des organismes, c'est la vocation. Et puis le nerf de la guerre, ça on peut pas, c'est le financement, le budget. Évidemment, c'est la réalité des organismes, c'est les enjeux des organismes. Mais ça avait été amené de belle manière avec un échange, d'essayer d'être le plus constructif possible. Donc merci à mes invités d'avoir échangé, de s'être ouverts de cette manière-là. Là, je vais amener un petit peu le début du débat, hein, évidemment, dans notre échange, dans la discussion. Donc, quels sont les enjeux que vous voyez, vous, depuis, peut-être pour ceux qui sont un peu plus longtemps dans le communautaire, un petit peu, l'évolution des enjeux par rapport aux organismes communautaires, disons, on pourrait y aller post-pandémique, on va dire. C'est qui veut commencer? C'est sûr, tu as dit depuis un petit bout. Moi, je vous cacherai pas, je suis arrivée post-pandémie. Je suis arrivée en 2022 dans la réalité communautaire. Fait que je vais te laisser m'expliquer par le fait même ce qui était avant un peu la pandémie, puis qu'est-ce que ça l'a emmené, peut-être. Moi, j'ai été directrice depuis 2019. Fait que je suis arrivée, j'ai commencé mon mandat 6 mois, mais la pandémie est arrivée. Je pense qu'un des enjeux qui demeure, puis je pense qu'on va être toute une année autour de la table, ça demeure le financement, l'argent. Oui, c'est le nerf de la guerre. C'est ça, c'est le nerf de la guerre. Puis même post-pandémie, oui, avec la pandémie, il y a eu des fonds qui sont arrivés ici et là pour soutenir la population, soutenir les organisations, mais reste que cet argent-là est non récurrent. Donc, on nous demande de créer, de répondre aux besoins immédiats dans l'action, le ici et maintenant, mais on ne sait pas dans 1 an ou 2 ans si on va être encore capable d'y répondre. Après, l'émission sur le théâtre, c'était une émission de passionnés, c'est pareil. J'ai adoré, puis ce qui sortait beaucoup, c'est l'écoute. On parle d'écoute, de communication, beaucoup. L'humain, c'est la communication, mais c'est aussi l'écoute. Puis les acteurs, ce qui ressortait, c'est que si tu n'écoutes pas ton partenaire, tu risques d'oublier ton texte. Et c'était ça qui était intéressant. Et puis surtout, au travers de ça, la passion, parce que mes invités, ce sont la plupart des bénévoles qui font ça. C'est des amateurs, mais avec un professionnalisme. On voit les pièces qui sont montées ici à Thetford, c'est du haut niveau quand même. Hein. Puis on voit que c'est des passionnés, puis ils investissent leur temps là-dedans. Puis ça transparaît quand on va voir une pièce des Cabotins. Cet été, je pense que je vais aller voir la pièce d'Alain Turcotte au théâtre à Saint-Pierre-Baptiste, parce qu'il m'a donné le goût, puis on voit que c'est un passionné. Donc ça m'a donné le goût d'aller au théâtre cet été aussi, d'aller les encourager. Là, en fait, on parle de théâtre amateur quand même, mais qui est quand même très proche du professionnalisme, parce que vous êtes professionnel dans votre démarche. J'imagine que théâtre d'été, on parle un peu de semi-pro, je me trompe-tu? Vous pouvez... À peu près. Oui, on n'a jamais eu la prétention de dire qu'on est pro. C'est ça. Puis d'être amateur, on est amateur, mettons, un petit peu plus haut. Mais semi-pro, oui, ça serait une bonne... En voyant les productions qui sont faites, moi, je serais à l'aise. Il y a énormément de talent dans la région. Oui, c'est ça. Haute quand même, avec Misery, là, quand même, c'était quand même gros. On a eu du plaisir. Ben voilà, tu as lâché le mot. Après, l'émission sur les arts, ça a été un petit peu... on voit que la passion sort. En la visionnant, je remercie mes invités, mais là, j'ai eu des coups de cœur. Un coup de cœur pour Junior Dormé, par rapport à ce qu'il fait, son art, mais aussi sa passion. Comment il en parle, comment j'ai été le voir après au symposium. J'aime son univers, la manière qu'il aborde l'art. Ça, j'ai beaucoup aimé. Puis mon invité, mon pote Stéphane, aussi, qui est un passionné d'art, de tout ce qui est artistique. Hein, lui, c'est tout ce qui touche l'art, c'est un passionné. Puis je le remercie d'être venu partager ça dans mon émission. Puis que Raphaël aussi, en tant qu'enseignante de l'art, mais on voit que c'est une passionnée de l'art. Donc c'était avec Marcel El Fuego. Waouh, quelle belle personne. Il parlait de folie, mais oui, il faut de la folie. Puis les échanges étaient très... C'est sûr, c'était un petit peu cacophonique des fois, mais en même temps, c'est ça, les passionnés. Puis c'était authentique. Et je les remercie beaucoup pour cet échange-là. Et puis, j'aimais beaucoup ce qu'il amenait, El Fuego, dans le côté qui, lui, fait de la peinture de l'âme. Et j'ai beaucoup aimé ça, parce que c'est ça qui va venir nous chercher, nous, lambda, qui
observons l'art, puis qui va venir nous chercher. Peu importe le médium utilisé, c'est ça qui va nous amener à vibrer. Puis les artistes nous amènent ça. Donc il y a comme une connexion entre êtres humains, puis l'art et le médium utilisé. Enfin bref, je fais plein de liens en même temps avec la spiritualité, avec le deuil, avec plein de choses, parce que tout est lié. Et puis c'est ça qui est la beauté de la chose. Je comprends qu'une œuvre n'est jamais finie. Je sais plus, je crois que c'est toi Marcel qui disait ça, qu'une œuvre n'est jamais finie. C'est ça qui ça. Non, le plus dur, c'est quand est-ce que je saigne, c'est ça qui est le plus dur. Quand est-ce que c'est non, oui, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Puis, excuse-moi, quand tu as dit c'est le syndrome de la page blanche, tout et tout, puis exemple, ta meilleure composition, c'est celle que tu as faite. Je souris un peu parce que c'est tellement vrai, je dirais, dans le fond, que mes toiles, que pour moi, parce que chaque artiste là, on crée, on produit, écoute, notre univers créatif, c'est très long, je dirais, là, mais on a chacun, des fois, comment je pourrais dire ça, c'est comme, on a créé quelque chose, puis on veut pas s'en départir, on veut pas s'en débarrasser. Puis ma dernière émission, qui était sur la télévision, merci à Geneviève, à Paul, à Alain, d'avoir participé à l'émission, parce que je cherchais une dernière thématique, puis j'y avais pas pensé, puis je dis pourquoi je fais pas la télévision? Et puis en même temps, je suis acteur dans la télévision communautaire. Merci à Geneviève de me faire confiance là-dedans. Et puis, je trouve que c'est le rôle de chacun aussi d'amener dans sa communauté notre bagage, nos expériences, les partager et pas les imposer, d'échanger. Donc c'est pour ça Tour de table était pertinent pour ça. Donc finir avec la télévision, c'était boucler la boucle. Donc c'est vraiment pertinent. Puis la réalité des télévisions, hein, ce qui ressortait beaucoup, c'était l'adaptation. Puis ça va très très vite. Comment change le milieu de la télévision. Puis c'était bien d'avoir Alain, qui est réalisateur, producteur sur TVA, d'avoir Paul de Nous TV, Cogeco, puis Geneviève de TVCRA, parce que la réalité un petit peu de ce que vit une télévision communautaire, le rôle de la télévision communautaire, d'amener à une échelle humaine. Les gros diffuseurs comme TVA, c'est sûr, ils font des efforts, il y a des choses qui sont mises en place, mais reste que c'est plus, disons, c'est plus global. C'est un autre niveau, mais c'était bien d'avoir le point de vue aussi d'un réalisateur là-dedans. Mais ce qui ressortait quand même, c'était quand même le côté humain, puis cette proximité que nous permet la télé communautaire d'être proche. Peut-être que vous, téléspectateurs qui m'ont regardé, peut-être vous pouvez même me croiser à l'épicerie, venez me parler, venez me dire bonjour, j'ai vu votre émission, n'ayez pas peur, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Puis c'est cette proximité-là qui est importante, parce que on est tout simplement des êtres humains. Et puis on est juste, moi je me sens impliqué dans la communauté, dans ma ville d'accueil. Ça fait 14 ans que j'habite à Thetford. Rien n'est parfait, mais peu importe où vous trouvez ce monde, rien n'est parfait non plus. Donc, de participer à ma manière. Puis ça, c'est très important parce que, en lien avec chaque région, en fait, ça permet à la population d'avoir une plateforme, puis de voir que ça grouille c'est riche. C'est riche, la communauté est riche, les régions sont riches. Il n'y a pas juste Montréal ou Québec qui... voilà, je vais dans les gros médias, hein, comme toi, tu me parlais de TVA, mais ou Radio-Canada, ça, c'est les gros. Comme nous, comme en France, il y a TF1, France 2 ou France 3, qui est le groupe France Télévisions. Mais je trouve ça, cette proximité-là, qui est quand même intéressante, puis qui a son poids. Puis l'importance d'avoir une télé communautaire aussi, mais l'importance aussi de la télévision en général. Puis comment ça change actuellement. Donc, je veux vous entendre un petit peu là-dessus. Mais cette ouverture-là qu'a eu, dans le fond, Nous TV, puis Cogeco, qu'on partage les grilles horaires, c'était facilitant. Donc, Tour de table a été cette émission qui m'a permis un petit peu d'échanger sur des thématiques puis de me rendre compte que les thématiques qui me passionnent, qui me touchent, qui m'intéressent, il y a des acteurs qui sont dans la communauté et puis qui s'impliquent beaucoup et qui vont avec passion aussi. Donc ça m'a permis aussi de les rencontrer, d'aller à leur rencontre et de pouvoir échanger avec eux. Donc c'est ça que je vais retenir, cette ouverture-là. Puis je suis content d'avoir fait cette émission, même si j'étais pas trop sûr. Je ne sais pas s'il y aura une deuxième saison. Pour le moment, je ne sais pas. Je suis encore en réflexion. Mais il faut que ça soit pertinent. Mais en tout cas, j'ai aimé l'expérience.
Et puis, j'ai essayé d'être le plus pertinent possible, le plus que j'ai pu en tout cas, mais d'être authentique, ça, j'ai pas le choix, je suis comme ça. Donc, ça va faire un petit peu le tour de mon récapitulatif. Je sais que je suis verbomoteur, que je parle beaucoup. Je ne m'attendais pas à avoir autant à dire, mais en même temps, je vous invite, si certaines émissions vous n'avez pas regardées, d'aller les visionner. Puis peut-être, n'hésitez pas d'écrire à TVCRA un petit commentaire. Peut-être, si vous avez des idées, éventuellement d'autres thématiques qui pourraient m'amener peut-être à faire une deuxième saison, je ne sais pas. Pour le moment, je suis un petit peu en manque d'inspiration pour des thématiques, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Envoyez, écrivez à TVCRA ou allez me chercher sur Facebook. Écrivez-moi, comme certains ont fait. Et puis, je les en remercie. Puis, de me donner leur pouls sur ce qu'ils ont, comment ils ont perçu l'émission, qu'est-ce qu'ils ont aimé, en étant constructif. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Je n'ai pas été parfait, mais ce n'était pas le but non plus. Puis, mais ce qui était intéressant, moi, c'était ce que je retiens, tout ça, c'est les rencontres avec les invités que j'ai eus. Et cet échange, cette réflexion, puis que mes invités aient eu cette ouverture pour échanger. Donc ça, c'est quelque chose que je les remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté déjà. Ils ne savaient pas où ils s'embarquaient avec moi. Hein. Souvent, il y en a qui ne me connaissaient pas. C'est quoi l'émission Tour de table? Donc Geneviève, Catherine ont fait un travail pour les convaincre de venir échanger avec moi. Et une fois que la glace a été cassée, bah, c'est sûr, c'est les personnes que je vais avoir plaisir à recôtoyer, à revoir dans d'autres contextes éventuellement. Mais j'ai eu des belles personnes autour de cette table et j'en suis très fier de cette émission. Fait que voilà, ça clôture l'émission Tour de table, la saison, première saison, 1, 2, je ne sais pas. Mais au moins, ça clôture. Puis, je vous remercie beaucoup, vous, les téléspectateurs à la maison, de m'avoir suivi. Et puis, j'espère que vous en avez tiré quelque chose de positif. Et puis, pour ma part, bah, je remercie beaucoup TVCRA pour m'avoir fait confiance pour cette émission. Geneviève, Catherine et Gabriel, lui qui me voit parler, faire des monologues comme je fais là, et de faire les montages derrière tout ça. Donc, je sais que c'est quand même intense. Mais merci beaucoup. Et bah, je vous souhaite, disons, un bon visionnement, une bonne continuité. Continuez à regarder TVCRA et à encourager la télé communautaire pour l'engagement puis pour le travail qu'ils font. 1000 fois merci. Et je vous dis à une prochaine fois, éventuellement. Bye bye.